Bonjour, bienvenue pour ce cours sur l'alimentation. C'est un des deux thèmes au programme en question contemporaine pour le concours commun des IEP 2023-2024. Et l'idée, ça va être de vous donner quelques éléments généraux pour vous aider à préparer au mieux l'épreuve qui se déroulera en avril. Donc commençons d'abord par l'introduction. Il y a un double paradoxe d'abord à mettre en évidence. D'un côté, on a eu un ensemble de scandales sanitaires liés à l'industrie agroalimentaire, le scandale des puces d'Abitoni empoisonnées, le scandale des cas de salmonelle après la consommation de produits Kinder, et plus anciennement le scandale Spanghero avec les steaks de viande de cheval, qui avait d'ailleurs donné lieu à la faillite de l'entreprise en 2013. Et en même temps, malgré tous ces scandales et cette mauvaise presse de l'industrie agroalimentaire, l'industrie ne s'est jamais portée aussi bien. Elle a une place très importante dans le commerce mondial, et par exemple, McDonald's est le premier restaurateur mondial. Ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est que au nord, dans les pays développés, il y a une situation d'abondance et de malbouffe, tandis qu'au sud, il y a une persistance des famines, de la pauvreté et de la malnutrition. Donc face à ce double paradoxe, la problématique qu'on va poser dans ce cours pour pouvoir aborder le sujet est la suivante. Nourrir l'humanité, est-ce que c'est un problème quantitatif, au sens de il faudrait produire beaucoup plus de nourriture pour pouvoir nourrir tout le monde, ou bien c'est un problème qualitatif, c'est-à-dire qu'il faudrait nourrir la population de façon beaucoup plus saine afin d'éviter des problèmes comme l'obésité ou les cancers. Et ce sont les deux questions, au fond, auxquelles on va essayer de répondre dans ce cours et qui sont la trame de fond de la thématique de l'alimentation. La première chose à comprendre, c'est que l'homme a dû domestiquer son environnement pour pouvoir survivre. Symboliquement, dans la Bible, lorsque Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, il leur dit « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Il y a cette idée que se nourrir, c'est pas quelque chose d'immédiat, ça requiert un effort, un dur labeur. Et historiquement, c'est ce qu'on a vu avec la domestication des plantes, la domestication du bétail et le développement de jardins pour créer, construire une production alimentaire qui permet de se nourrir. Mais cette production alimentaire n'a pas toujours été suffisante. En réalité, les pénuries ont longtemps été la norme, et même si pour Marshall Salins, il y a eu des sociétés de chasseurs-cueilleurs où il y avait une forme d'abondance, ça s'explique principalement par la faible pression démographique sur les ressources alimentaires. Ce que Malthus, un économiste au 19e siècle, va mettre en évidence, c'est que lorsqu'il y a une pression démographique trop forte sur les ressources alimentaires, ça conduit à des pénuries et des famines qui vont faire diminuer le niveau de la population pour la rendre compatible avec le niveau de ressources existantes. Par ailleurs, ces pénuries sont souvent liées à des tensions politiques. Par exemple, en 1789, la Révolution française a été précédée par une augmentation importante du prix du blé. Et qu'est-ce qui va permettre d'échapper à la loi de Malthus ? Eh bien tout simplement la révolution industrielle et la révolution agricole qui a lieu au 19e siècle. Concrètement, la productivité agricole va augmenter très fortement grâce à des innovations, notamment des nouvelles machines qui vont permettre de produire plus. Et cette augmentation de la productivité va permettre tout simplement une augmentation de la production alimentaire. Et après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis vont mettre en place ce qu'on appelle un modèle productiviste sur la base d'animaux qui supportent l'enfermement pour pouvoir produire en chaîne. Et ce modèle, pour certains auteurs, notamment Liebenstein, a permis d'assurer la sécurité alimentaire à une échelle mondiale. Pourtant, est-ce que le problème de la faim dans le monde a été résolu grâce à ce modèle ? La réponse est bien sûr non. On constate une persistance des famines au sud. D'après un rapport de l'ONU, près de 34% des enfants dans les pays en développement n'ont pas la taille de leur âge du fait des carences alimentaires. Et la Banque mondiale compte près d'1 milliard de pauvres, c'est-à-dire des personnes qui vivent avec moins de 1 ou 2 dollars par jour. Et pour certains chercheurs du CIRAD, un centre de recherche agronomique en France, il faudrait augmenter les terres cultivables de près de 40% pour pouvoir nourrir l'intégralité de la population mondiale. Mais se dire que pour nourrir l'intégralité de la population, il faudrait simplement augmenter la production alimentaire, c'est une vision un peu naïve. La faim reste avant tout une arme militaire et politique. On a pu le voir récemment avec le conflit israélo-palestinien, mais plus généralement, ça reste une façon d'affaiblir ses ennemis que de couper leurs approvisionnements en eau et en nourriture. C'était la stratégie utilisée par César lors de la bataille d'Alésia, gagnée contre les Gaulois, mais aussi c'est une façon d'affaiblir des minorités au sein d'un pays. Par exemple, l'ONU a constaté en 2020 qu'une aide destinée à aider plus de 7,5 millions de Sud-Soudanais a été détournée par des hauts fonctionnaires afin d'affaiblir certaines minorités politiques. Donc la faim, ça reste un outil stratégique, ce qui peut expliquer sa persistance aujourd'hui. Dans ce contexte-là, le bilan des organisations internationales est plutôt mitigé. La Banque mondiale, par exemple, a pu faire de très mauvaises recommandations à des pays en développement en matière d'agriculture en raison de conflits d'intérêts avec des firmes agrochimiques. Mais il faut quand même reconnaître des réussites à ces organisations internationales. C'est en s'inspirant des recommandations de la FAO que le président Lula, au début des années 2000, a pu sortir des millions de Brésiliens de la pauvreté et réduire les pénuries alimentaires. Et aujourd'hui, un des problèmes qui se pose avec les institutions internationales, c'est ce que Will Easterly appelle la tyrannie des experts, c'est-à-dire le fait que les personnes en charge des recommandations et des différents programmes d'aide sont beaucoup trop déconnectées de la réalité du terrain des pays en développement pour pouvoir les aider efficacement. Et sur ce sujet plus général de la question de résoudre la faim dans le monde, il y a une citation de Sylvie Brunel qui me paraît très intéressante. Toutes les famines pourraient être évitées, les populations présentent les mêmes mortels défauts, être politiquement minoritaires
culturellement différentes et ne pas compter dans la géopolitique régionale. Pour moi, c'est un très bon résumé de la situation actuelle. Mais il faut aussi comprendre l'alimentation dans un espace mondialisé. Les différents flux migratoires et le commerce international ont pu changer nos pratiques alimentaires, au point où certains auteurs comme Philippe Ariès ont parlé d'un risque de McDonaldisation, c'est-à-dire une uniformisation de nos modèles alimentaires qui s'inspirait du modèle américain, avec notamment les fast-foods comme McDonald's. Ce risque n'est pas particulièrement avéré. Pour Donna Gabacha, c'est davantage un processus d'enrichissement culturel, c'est-à-dire que des spécialités comme les tacos ou les pizzas se sont ajoutées à la culture américaine et l'ont enrichie. De la même façon que quand on voit que le couscous est un des plats préférés des Français, ça peut s'expliquer bien sûr par un lien important de l'histoire française avec l'immigration maghrébine. Et enfin, sur cette question de McDonaldisation, il faut plutôt voir l'influence de la fast-food américain comme un reflet du soft power des États-Unis. Et toujours dans cette idée de mondialisation, les politiques commerciales agricoles restent des outils stratégiques pour les pays. Par exemple, en 2003, les États-Unis ont augmenté leurs tarifs douaniers sur les produits alimentaires français en guise de représailles contre la non-intervention de la France en Irak. Et bien sûr aussi, ces politiques protectionnistes servent également à protéger les agriculteurs contre parfois une concurrence jugée déloyale de la part d'autres pays. Et à l'échelle nationale, pour Perugini Artusi, un critique gastronomique italien du 19e siècle, les plats nationaux jouent un rôle dans le sentiment d'appartenance et la constitution de plats nationaux a un rôle politique, défendre la culture d'un pays à l'échelle mondiale. Par exemple, on a pu voir ça dans le débat entre Israël et le Liban pour savoir quelle était l'origine du houmous, parce qu'il y a un intérêt à la propriété intellectuelle, en un sens, de ces différents plats. Il peut également y avoir des résistances nationales au processus de mondialisation alimentaire. Par exemple, le démontage du McDonald's de Milo en France en 1999 par des activistes environnementaux menés par José Bové a pu en être la preuve. Avant d'entamer la deuxième partie de cette vidéo, j'en profite pour vous signaler qu'on va lancer une newsletter hebdomadaire avec Wade pour vous envoyer un maximum de contenu sur les questions contemporaines, que ce soit sur le corps ou sur l'alimentation, et également en histoire pour vous aider à préparer le mieux possible votre concours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description. Il y a un lien important entre la sociologie et l'alimentation. Norbert Elias a montré le développement du concept de civilité au XIVe et au XVe siècle et l'apparition des bonnes manières en un sens qui était adopté par les aristocrates, notamment pour se distinguer. Ça peut faire écho aux thèses aussi de Pierre Bourdieu sur la distinction, qui va voir dans l'alimentation une façon de distinguer les différentes classes sociales selon ce qu'on consomme et la façon dont on le consomme. C'est la fameuse citation de Brillat-Savarin « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Également, aller dans des grands restaurants peut être une forme de consommation ostentatoire, selon l'expression de Veblen, une façon de montrer qu'on a beaucoup de richesses. Il y a également une construction socio-cognitive du goût et des normes alimentaires. Pour le philosophe Olivier Assouline, le goût est en partie lié au souvenir. Ça peut faire penser à l'épisode de la Madeleine de Proust, où le narrateur, en trempant la madeleine dans son thé, se rappelle des souvenirs d'enfance, ou plus récemment avec le film Ratatouille, où le critique gastronomique, à la fin du film, lorsqu'il déguste le plat, la fameuse ratatouille, se rappelle la ratatouille que lui faisait sa mère quand il était plus jeune. La structure des 3 repas par jour est aussi une construction sociale. En fait, elle est héritée des pratiques monastiques du Moyen-Âge qui se sont répercutées sur l'école et qui enfin ont structuré la vie de la plupart des Français, vu que 9 Français sur 10 adoptent la structure des 3 repas par jour. Les repas sont aussi le lieu de la sociabilité. On peut penser aux cantines scolaires, mais également les cantines dans la vie professionnelle, que ce soit dans la fonction publique ou dans l'entreprise. Ce sont des moments de convivialité, de sociabilité, des façons pour les individus de connecter et d'échanger, indépendamment de leur statut social. Les interdits alimentaires religieux peuvent être aussi une construction sociale. Par exemple, l'interdiction du porc dans la religion juive était une façon d'empêcher la diffusion de maladies qui pouvaient être transmises par le porc dans des périodes plus éloignées. Il y a un autre lien entre sociologie et alimentation, en fait avec l'affaiblissement du contrôle social dans notre rapport à la nourriture et l'individualisation. Certains sociologues comme Fischler parlent de gastro-anomie. En fait, il veut signifier qu'avec toutes les injonctions qu'il peut y avoir sur comment manger ou que manger, les individus peuvent se sentir perdus face à leur assiette pour des raisons en fait sociales. On assiste alors dans cette perspective à un développement des troubles du comportement alimentaire, comme la boulimie ou l'anorexie. L'anorexie a tendance à concerner, selon Muriel Darmon, les jeunes filles issues de milieux plutôt favorisés, sans doute en raison de certaines normes de l'industrie de la mode où les filles doivent être très très minces. Dans les foyers populaires, c'est un peu plus différent parce qu'il y a un rapport davantage économique à l'alimentation. Comme le disent les sociologues Grignon et Grignon, parler alimentation à un ménage ouvrier, c'est d'abord parler budget. Le rapport peut être différent dans ces comportements sociaux et dans le rapport à l'alimentation. Et aujourd'hui, dans le modèle actuel, on assiste à une prévalence de l'obésité. D'après des rapports de l'OMS, il y a près de 2 milliards d'obèses dans le monde, ce qui est un nombre
très conséquent, avec presque 35% d'obèses aux États-Unis et même dans certains pays en développement comme l'Indonésie, environ 7% d'obèses. Et non seulement il y a des conséquences sur la santé des individus du modèle alimentaire actuel qui est basé quand même sur la production de produits très très industriels et pas nécessairement bons pour la santé. Il y a également des conséquences environnementales avec tout le transport de nourriture à l'international. Ça engendre énormément de pollution au point où on parle de kilomètres alimentaires. Ça veut dire que parfois, pour venir dans notre assiette, un aliment peut faire près de 8000 km, ce qui paraît excessif au regard des enjeux environnementaux actuels. Alors face à ce modèle dont les conséquences peuvent être délétères, quelles sont les pistes de réforme ? La première piste, bien sûr, c'est la réduction de la consommation alimentaire. Dans les pays développés, on consomme davantage que ce qu'on a besoin réellement et souvent des produits de mauvaise qualité. Ça peut être une piste de réduire notre consommation alimentaire pour réduire l'impact sur notre santé. La réforme du modèle peut également passer par une meilleure éducation alimentaire, à éduquer le palais des enfants notamment pour les inciter à consommer des produits de meilleure qualité peut être également une option. On peut essayer également de développer des nouveaux modes de consommation alimentaire en privilégiant par exemple les produits locaux. Et à côté de ça, il faut bien sûr encadrer les pratiques des firmes agroalimentaires, soit en taxant les produits qu'on considère néfastes pour la santé, comme par exemple une taxe sur les produits sucrés, les inciter à développer leur communication sur les produits bénéfiques pour la santé. Intermarché en 2014 avait lancé une campagne promotionnelle sur les légumes moches qui étaient sous-consommés. Et à l'échelle des pouvoirs publics, on peut développer les labels afin de mieux informer les consommateurs. C'est bien sûr le but du Nutri-Score qui a été instauré ces dernières années afin d'informer les consommateurs sur la qualité nutritive des différents produits qu'ils consomment. Bien sûr, la réforme de ce modèle est plutôt difficile. D'abord parce que les firmes agroalimentaires ont la capacité de répliquer contre les mesures prises à leur encontre. Donc par exemple, en 2013, lorsque la France a mis en place une taxe sur les sodas, les firmes ont simplement réduit la taille des canettes en guise de représailles. Par ailleurs, plus récemment, l'Italie a interdit le Nutri-Score sous prétexte que c'était lié à un défaut de concurrence entre les différents produits alimentaires. En pratique, on sait très bien que c'est lié à des conflits d'intérêts. Et pourquoi est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts sur ce domaine ? Eh bien tout simplement parce que le marché de l'obésité se porte extrêmement bien. Et qu'il y a tellement de profits générés par l'industrie pharmaceutique en vendant par exemple des pilules minceurs et simplement aussi par l'industrie agroalimentaire en vendant divers produits industriels pas particulièrement bons pour la santé mais très addictifs, et l'argent que ça génère va conduire à différents conflits d'intérêts et au pouvoir de beaucoup de lobbies qui vont empêcher des réformes qui vont dans le sens de la santé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour préparer votre concours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous inscrire à la newsletter pour recevoir des contenus toute l'année afin de préparer votre concours.